première question, dans votre livre, vous comparez Emmanuel Macron à Silvio Berlusconi et à Donald Trump. Pourquoi ? Alors d'abord, c'est pas tout à fait ça. On ouvre le livre sur Donald Trump, Piñera au Chili et Berlusconi en Italie pour montrer que désormais, au sommet du champ politique, ce sont des riches, des milliardaires qui deviennent président de la République, qui deviennent président du Conseil, enfin peu importe. Et on parle d'Emmanuel Macron dans ce livre à propos précisément du fait que il n'est pas aussi riche que ces milliardaires, mais il est mandaté par ces milliardaires pour donner un grand coup de balai sur des divisions politiques qui n'ont plus lieu d'être, qui paralysent un peu les intérêts de l'oligarchie, plus de droite, plus de gauche, tous unis et réunis autour du veau d'or qui est devenu l'argent, les intérêts et les pouvoirs de cette oligarchie. Plus de secteur privé, plus de secteur public, on va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et bientôt, le monde sera marchandisé, privatisé, et Emmanuel Macron sera radieux, il aura un peu vieilli, mais il sera radieux et il sera récompensé par les financiers du bon travail qu'il aura fait. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous en parlez un peu dans votre livre, d'alimenter les complotistes qui émergent un peu partout, qui sont des pensées faciles, avec cette pensée globalisante ? C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout dans le tous pourri, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. Nous, on montre une classe sociale aujourd'hui effectivement mondialisée, une classe sociale qui défend des intérêts de type extrêmement violent, c'est-à-dire que grâce à leur titre de propriété, à la propriété des moyens de production, ils sont bien décidés à exploiter toujours plus le monde du travail, à marchandiser les ressources naturelles, à exploiter les pays les plus sous-développés, à spéculer sur le réchauffement climatique et à marchandiser l'ensemble des services publics, y compris les services sociaux, par exemple, d'aide aux plus démunis. C'est pour ça qu'on a donné cet exemple dans le dernier chapitre, pour montrer, dans un petit livre très court et un peu construit sur un coup de colère, de montrer comment l'argent n'est pas là pour les enrichir, ils en profitent bien entendu, mais l'argent est devenu une arme de destruction massive et qui leur permet de tout attaquer, de tout contrôler, la démocratie, le politique, les corps, les ressources naturelles, le travail. Voilà, c'est une véritable guerre de classe. Alors, pour revenir sur Emmanuel Macron, lui, il est jeune, très jeune pour le niveau de responsabilité auquel il prétend. Il est nouveau, il n'a pas eu de mandat électif. Est-ce qu'il peut incarner un renouveau, un changement à la tête de l'État, selon vous ? Il peut surtout aggraver les choses, parce que quand même, c'est pas un gauchiste, hein. C'est le contraire. Il est assez habile pour faire oublier qu'il a travaillé chez Rothschild, mais il en restera quelque chose de ça. Et de toute façon, il est un ferme partisan du libéralisme, d'un modèle économique qui tend à faire entrer, comme Monique l'a dit déjà à l'instant, faire entrer les secteurs sociaux dans le secteur du capitalisme. Et par exemple, on a en ce moment des assurances complémentaires de santé privées qui remplacent des formes mutuelles, qui sont des formes organisées dans les entreprises par les travailleurs eux-mêmes ou par les syndicats, etc. Et les mutuelles, là, deviennent des sources de profit, comme d'autres. Et de toute manière, le résultat, c'est que au bout du compte, ça sert déjà et d'abord à
à enrichir ceux qui ont mis des capitaux dans cette affaire, alors que lorsque c'est quelque chose qui est lié à l'entreprise, qui est lié au secteur public en plus, il n'y a pas de recherche de profit. Il y a une assurance, c'est une collecte de fonds qui ensuite permet par les droits sociaux, qui permet ensuite d'aider les gens en mauvaise santé. Oui, puis Macron lui a demandé quand même de donner sa liste de tous ceux qu'il soutiennent, de tous ceux qu'il est allé chercher en Angleterre, tous ces banquiers aux États-Unis. Et pour l'instant, on l'a toujours pas, tous les donateurs. C'est ça qui est intéressant dans une campagne électorale. C'est qui finance, qui est derrière les candidats. Et ça, en France, enfin franchement, il n'y a pas sujet plus tabou que ça. Alors il semble que Macron ne soit pas le seul de sa génération, même si c'est le plus illustre. On retrouve beaucoup de membres de sa promotion de Senghor à l'ENA, à des postes à responsabilité, un peu moins exposés médiatiquement, mais à des très hauts niveaux de responsabilité. Comment interpréter cette diffusion vraiment des technocrates au plus haut de l'État, là, depuis 10 ans ? C'est pas depuis 10 ans, c'est depuis que l'ENA existe. D'abord, l'ENA a été créée en 1945, précisément pour assurer la polyvalence du pouvoir, c'est-à-dire que toutes les élites passent par le même moule et soient capables d'intervenir au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau de la banque, au niveau voilà, et puis qu'ils soient tous camarades de classe, parce que l'ENA recrute quand même massivement au sein des élites. Et puis ensuite, avec ce système de promotion, de solidarité, de tout ce qu'ils vivent pendant ces quelques années ensemble à l'ENA, que ça devienne un véritable carnet d'adresses incorporé, objectivé et qui fonctionne. Oui, sur ce problème d'ENA, qui est vraiment un problème, c'est que c'est... un exemple du fait que l'égalité des chances, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre secteur, enfin dans notre forme de construction des élites, comme on dit. Les élites sont aujourd'hui, c'est la reproduction de la génération d'avant, qui passe certes par des écoles et des concours, mais c'est quand même la reproduction des parents et des grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce corps des inspecteurs des finances ? Pourquoi est-ce que les premiers qualifiés à l'ENA choisissent ce corps ? Pourquoi est-ce que les inspecteurs des finances font des bons banquiers ou font des bons dirigeants d'entreprise quelques années, parfois à peine 5 ans après avoir pris leur fonction d'inspecteur des finances ? C'est-à-dire que l'ENA, c'est aussi une façon de faire concourir à l'intérieur même des chanceux, de faire concourir les meilleurs, et ceux qui sortent dans les premiers, effectivement, ont la possibilité de choisir le corps le plus prestigieux, celui des finances. Parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Parce que dans la hiérarchie des ministères, Bercy occupe une place quand même beaucoup plus élevée que le ministère de la Culture ou de l'Éducation nationale ou celui de la Santé. Donc le corps des inspecteurs des finances est un corps où Emmanuel Macron a consolidé un carnet d'adresses qui était déjà bien solide. Il était sous la direction, à l'époque, c'était Jean-Pierre Jouyet. Et donc là, et ensuite c'est tout naturellement qu'il a été aiguillé après par Jacques Attali, qu'il a recommandé pour rentrer chez Rothschild. Et puis chez Rothschild, il a fait du fric, c'est-à-dire qu'il avait le statut très prestigieux d'associé gérant chez Rothschild, mais en réalité dans le service des fusions-acquisitions dans lequel il a travaillé et où il a accumulé plusieurs millions, enfin ça se résume à 2, mais enfin c'est déjà pas mal, hein. En réalité c'est des ventes achats, enfin je veux dire c'est un truc de comptable, c'est pas on nous la joue philosophe pour Emmanuel Macron. Moi je vois un type qui compte ses sous, qui cherche à acheter le moins cher et à revendre le plus cher possible pour encaisser des commissions en attendant la fusion-acquisition suivante.
Et Martine Orange, une journaliste de Mediapart, a fait un travail magnifique sur la place des banques Lazare et Rothschild au cœur même de Bercy, qui montre bien que l'inspection des finances, c'est vraiment que, comment on pourrait dire, le moulin le cœur nucléaire, voilà, de la finance publique et privée se joue dans ce corps des inspecteurs des finances. Et quel est le problème avec ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires qui vont travailler dans le privé, ou alors même il y a des rétro-pantouflages où on voit revenir des hauts fonctionnaires comme Macron dans les ministères ou en politique? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'oligarchie, il n'y a pas de problème. Hein, le problème du conflit d'intérêts, c'est quelque chose qu'on donne en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires, parce que eux, dans les beaux quartiers à Bercy et dans les banques, ils savent très bien que dans les affaires tout se tient, qu'il faut toujours qu'ils soient dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Donc ils s'en tapent de ce problème privé-public, ils s'en tapent de la droite et de la gauche, et vous voyez bien où je veux en venir. Macron est parfait. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez un peu étudié l'entourage de Macron, ses financeurs, on connaît quelques-uns, et puis ses amis? Il y a beaucoup de membres de ce qu'on appelle la French Tech. Qui sont-ils? Alors ça, on pourra pas répondre parce qu'on n'a pas fait un travail systématique, mais si vous voulez, l'actualité quand même nous sert. Par exemple, je sais que le banquier Bernard Moura fait partie des hommes de la finance qui sont dans son staff de direction, et que le frère Jean-Jacques Moura, qui travaille chez Servier comme lobbyiste, était un des responsables du pôle santé d'Emmanuel Macron. Et il a été obligé de démissionner, mais uniquement parce que la vigilance oligarchique s'est exercée et qu'une association s'est aperçue que cet homme se baladait à travers le monde à faire des conférences pour vendre les médicaments et la promotion des médicaments du laboratoire Servier, et qu'on retrouvait dans le programme de Macron pratiquement des copier-coller des interventions de... Voilà, alors c'est allé un peu... Du coup, il a été obligé de partir. Mais si vous voulez, ce que je veux, en donnant cet exemple, ce que je veux montrer, c'est que vraiment le conflit d'intérêts, mais ils s'en tapent. C'est pour ça que ça se reproduit. Parce qu'en réalité, pour eux, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. La séparation des pouvoirs, ça n'existe pas. On revient à l'ENA, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la polyvalence du pouvoir. Ça se découpe pas en tranches de saucisson. C'est toujours le saucisson entier qui les intéresse. Et le saucisson entier, c'est la grande bourgeoisie. C'est-à-dire la classe dominante, la classe qui a le pouvoir. Elle a des pions partout. Elle circule, comme elle a dit. Enfin, c'est un vivier très vivant. Mais surtout, c'est un groupe, une classe sociale qui est consciente d'être une classe sociale. Alors, ils n'y sont pas conscients comme ça. Ils savent qu'ils sont parmi les dominants. Et voilà, ils disent pas classe sociale, bien sûr. Et ça marche d'autant fort qu'ils bénéficient d'une immortalité symbolique. Alors ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais tout simplement, ils sont fils d'eux et ils sont pères d'eux, ou mères. Hein. Ils constituent des lignées tous. Et ces lignées, c'est encore quelque chose qui renforce beaucoup le groupe, parce que non seulement il y a la solidarité entre gens qui sont du même milieu, mais il y a en même temps le fait que la famille est d'un bout à l'autre dans le milieu. Dans la solidarité, alors que pour les autres classes sociales, on valorise la désaffiliation, on valorise l'individualisme négatif, la liberté négative, mais eux, non, ils sont tout le temps dans le collectivisme. Ils sont dans une forme de communisme, d'une classe consciente mobilisée pour la défense des intérêts, dans le partage et la solidarité profonde. Est-ce que c'est un peu aussi ce que révèlent les affaires Fillon? Ah ben là, c'est parfait. Là, vous rebondissez après l'intervention de Michel sur la dynastie. Ça nous a paru, c'est ça qui est extraordinaire. Et ça n'apparaît pas dans les explications des grands médias. C'est-à-dire, comment est-il possible qu'il y ait eu un règlement, une loi,
qui permettent aux députés d'avoir cette réserve parlementaire aussi élevée et qu'ils puissent l'attribuer à hauteur de 50% depuis. Ça n'a été limité qu'en 1996. Avant, ça pouvait être 100%. 96, ça passe à 50% pour des membres de la famille. Eh bien, c'est parce que le statut de député, c'est un petit peu comme le statut de préfet. Le préfet a sa préfète. Le député peut justement faire profiter sa famille, mobiliser sa famille dans les intérêts qu'il va défendre en tant que député à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc c'est une espèce de résurgence de l'ancien régime, quelque chose de vraiment qui devrait être complètement supprimé, et puis qu'il y a un système d'embauche d'assistants parlementaires qui soit avec un statut, une protection et un vrai travail, un véritable emploi, un vrai statut, quoi. Et l'affaire des costumes et des montres, est-ce que ça vous a surpris d'apprendre que François Fillon avait eu des cadeaux comme ça d'une personnalité? Wow, tous on bénéficient de faveurs des plus riches de la famille. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on donne, je reprends toujours cette expression en pâture, on donne comme ça, on livre aux Français Sarkozy, et puis ensuite Balkany, et puis ensuite Fillon, Le Pen, tout ça, on parle de casseroles, alors que c'est pas des casseroles, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une corruption de classe. C'est pas une corruption. C'est pour ça que nous on a appelé notre livre Les prédateurs au pouvoir, parce que c'est une prédation. Ils captent toutes les richesses et tous les pouvoirs pour leur seul profit, pour leur seule individualité, pour leur seule famille, pour leur seule classe sociale. Et ils sont en train de construire un fossé absolument gigantesque qui grossit chaque jour davantage, qui coupe complètement les classes moyennes et les classes populaires de ces gens-là. Et les Le Pen, est-ce qu'ils font partie de cette classe sociale? Il y a une extériorité du FN par rapport au monde politique, à l'ensemble du monde politique. Le problème, c'est que l'origine du FN, il ne faut pas oublier que c'est monsieur Jean-Marie Le Pen qui a fondé ça, et sur les bases de la lutte contre le peuple algérien pour faire en sorte que l'Algérie reste française. C'est venu de là. Le FN s'est dressé contre le pouvoir en place et aujourd'hui il est toujours contre le pouvoir en place. Oui, moi je compléterais de façon un peu différente en disant que je tordrais le bâton plutôt dans l'autre sens en disant que effectivement la famille Le Pen fait partie de l'oligarchie, que Jean-Marie Le Pen a été monté par François Mitterrand de façon absolument contrôlée, explicite, avec des velléités politiciennes derrière, mais il n'en demeure pas moins qu'on est là face à une famille qui s'est inscrite déjà dans une dynastie faite partie. Ils ont tous grandi dans les beaux quartiers, il y a beaucoup de biens immobiliers, ils sous-évaluent bien évidemment leurs déclarations, il y a de la fraude fiscale chez Jean-Marie Le Pen, il y a de la fraude fiscale chez les membres du Front National qu'on a retrouvé dans les Panama Papers. Marine Le Pen a un discours, mais un discours emprunté à l'extrême gauche, mais dans la réalité, elle fait le jeu de l'oligarchie, par exemple, en tant que députée européenne, en refusant de voter pour une commission, pour une commission qui traquerait l'évasion fiscale. Tous les eurodéputés du Front National ont voté pour le secret des affaires. Et après, elle fait des grands discours sur l'opacité de la bureaucratie européenne. Donc, il ne faut pas être naïf. Quand on regarde aussi qui compose l'organigramme du Front National, on a montré dans Sociologie de la bourgeoisie qu'il y avait un nombre de nobles d'Ancien Régime tout à fait important.
Donc, si vous voulez, on est là. Je pense que pour l'oligarchie, ce qui est en jeu avec la montée du Front National, à qui quand même on ouvre un véritable autoroute, il y a l'écrasement de la critique de gauche, de la critique radicale que nous portons, que nous ne sommes pas seuls à porter, mais cette contestation de fond du néolibéralisme, ça, comme catastrophe intellectuelle portée par des intellectuels, ça, ils veulent anéantir cela. Et ça sera le job du Front National pour cette oligarchie dont nous parlons. Et alors, quand justement vous parliez du néolibéralisme, est-ce que vous observez un durcissement des politiques néolibérales? Comment elles se transforment? Vous critiquez en particulier deux choses, les crédits carbone et puis la financiarisation des services à la personne, par exemple. Pourquoi avoir choisi ces deux exemples? C'est parce que, si vous voulez, ce qu'on a voulu montrer avec ce petit livre, je crois que je l'ai déjà dit, c'est de montrer que on saucissonne pas le réel, on découpe pas le réel, et nous, le réel, il est relationnel, on est face à une classe sociale, donc on l'attrape par tous les bouts. Et donc la financiarisation, la spéculation sur le réchauffement climatique, c'est tellement grave, c'est tellement avancé dans les produits financiers qu'ils sont capables de mettre au point, dans les arnaques idéologiques qu'ils fomentent à travers des G20, à travers des COP 21, où il n'y a strictement aucune contrainte juridique, où finalement, depuis que toutes ces instances internationales de lutte contre le climat existent, il y a eu les tonnes de gaz à effet de serre ont augmenté, le gaz à effet de serre a augmenté de 60%. Depuis 20 ans qu'il y a toutes ces instances internationales, de 60%. Donc voilà, c'est atroce ce qui va arriver, c'est un tsunami épouvantable, et bien entendu, ce sont les riches qui s'en sortiront, et les pauvres qui n'auront pas les moyens de se protéger contre le réchauffement climatique et ses conséquences, et certainement une partie de l'humanité qui va disparaître avec la montée des eaux, avec la fonte des glaciers, avec tout ce qu'on nous annonce. Et ce que nous montrons dans ce livre, c'est que la société ExxonMobil, qui est la deuxième société de capitalisation boursière au monde, aux États-Unis, dans les hydrocarbures, pétrole et tout ça, dès les années 70, ils ont mis des chercheurs sur le problème du réchauffement climatique. Les chercheurs ont démontré sans problème que c'était le problème de l'avenir. Eh bien, à ce moment-là, ils ont dit nous on le sait, mais on ne veut pas que les peuples le sachent, et on va financer le fameux mouvement climato-sceptique. Voilà, et là il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis pour que nous, comme on ne devait pas savoir les dangers des cigarettes, on ne devait pas connaître les dangers du climat. Et alors le dernier point sur la financiarisation du travail social, là c'est quand même grave de voir qu'on marchandise, y compris les rapports humains entre les travailleurs sociaux et les gens, les SDF, les sans-abri, les gens les plus démunis. On est capable de créer des produits financiers, ces social impact bonds, pour faire de l'argent sur le dos du travail social, qui est quand même le cœur de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui se profile, qui arrive discrètement en France, mais qui n'est pas encore... Qui n'est pas complètement généralisé, qui est déjà très généralisé dans les pays anglo-saxons, mais qui avance lentement mais sûrement. Et donc on a voulu lancer une alerte là-dessus.